très vite, cette crise sanitaire a montré les limites de nos systèmes économiques et sociaux. Que ce soit les mesures barrières qui ont été prises et mises en place par les gouvernements africains, d'ailleurs à la suite des mesures prises ici dans le reste du monde, on s'est aperçu que l'Afrique était imparée. Donc l'appréciation, la première conséquence de cette crise, c'est qu'elle a bouleversé tous nos systèmes de valeurs. Et ça, il faut le dire. Et d'ailleurs, les intellectuels qui ont fait la première tribune sur la crise l'ont dit clairement. C'est une crise qui bouleverse tous les systèmes de valeurs actuels de l'Afrique, qui provoque ce qu'ils appellent une disruption sociale, que ce soit en termes de cohésion sociale, que ce soit en termes de vie quotidienne. Les mesures telles que la distanciation sociale, les mesures et on va y arriver plus tard, les mesures d'hygiène même, quotidiennes qui demandent qui sont exigées pour juguler la pandémie, sont des mesures qui aujourd'hui, elles s'adaptent mieux, mais au début, ne s'adaptaient pas à la vie quotidienne, au mode de vie des Africains. Donc ça, c'est la première leçon qu'on retient. La deuxième leçon qu'on retient de celle-ci, c'est que néanmoins, il y a eu un élan de solidarité des Africains, pour parler des Africains, autour de la réponse à apporter à cette crise, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, ici, en Europe, il y a eu tout le débat sur les masques, sur la production des masques, alors qu'en Afrique, tout de suite, on a eu des créateurs, des artistes, des créateurs qui ont produit des masques. Il y a eu toute une industrie, on va dire souterraine et informelle, qui a apporté une réponse. Nous avons vu des jeunes qui se sont coalisés pour pouvoir informer les populations sur la manière de contrer cette pandémie. La première mesure que nous avons tous vécue contre cette crise, pour réguler cette crise, ça a été la fermeture des écoles, des établissements scolaires. Et cette fermeture, ces endroits de promiscuité, alors en Afrique, on peut parler aussi de marchés, des places publiques, des rassemblements familiaux. Mais pour protéger nos générations futures, nos enfants, évidemment, et on a été obligé, les gouvernements, les pouvoirs publics ont été obligés de fermer les établissements scolaires. Une statistique mondiale aujourd'hui révèle que c'est plus d'1 milliard d'enfants n'ont plus accès à une quelconque forme d'éducation avec la fermeture des écoles. En Afrique, on estime à peu près à 300 ou plus millions d'enfants qui n'ont plus été scolarisés, et encore plus quand on va en milieu rural ou dans les zones défavorisées urbaines, où déjà le système éducatif est fortement éprouvé. La crise est venue révéler nos fragilités, est venue révéler, mettre à jour la difficulté de nos systèmes éducatifs. Premier point pour l'éducation. La culture, vous savez, c'est le secteur qui contribue aujourd'hui, même si on l'ignore souvent, à plus de % au PIB des pays, à la richesse nationale. En Afrique, on a très peu de statistiques sur la contribution matérielle et économique de la culture, de la richesse, mais on peut le voir au jour le jour avec les créateurs, les artistes, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le design, etc. Cette industrie culturelle qui vit aujourd'hui, qui vit en Afrique et dans certains pays avec force. Quand on parle par exemple de l'industrie cinématographique au Nigeria, télévisuelle en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a toute une industrie culturelle qui vit. Mais elle vit comment? Elle vit, pour ainsi dire, en marge de l'économie formelle. C'est ce qu'on appelle l'économie informelle. Et là, cette crise a fortement frappé, et je vous dirai comment l'ESCO y a répondu, a fortement frappé notamment nos artistes. Parce que n'ayant plus les bouchées nécessaires pour vendre leurs produits, déjà dans un marché qui est instable structurellement, n'ayant plus les espaces
d'exhibition, que ce soit les galeries fermées, les événements qui ont été reportés ou annulés, les événements culturels, je veux dire. Et ce sont donc un manque de revenus énorme pour cette économie. Et dans le domaine de l'information, qui est un domaine également qui nous est très cher à l'UNESCO, qui est au cœur du mandat de l'UNESCO, on a aussi vu tout de suite ce que la crise a provoqué. Et ça, avec les réseaux sociaux, que ce soit la mésinformation, la désinformation, ou ce qu'on appelle dans le jargon populaire les fake news. On a vu combien, vous et moi, on pouvait guérir du Covid en 10 minutes. On avait toutes les solutions prêtes à l'africaine, bien sûr. Est-ce qu'elles ont marché, est-ce qu'elles marchaient pas? Mais en tout cas, l'interprétation, on va dire aujourd'hui, fausse du Covid-19 est un phénomène qui a explosé dans les réseaux sociaux. Et là, il a fallu mener des actions de sensibilisation auprès des populations, même des pouvoirs publics, pour faire en sorte qu'on retrouve la vraie signification de cette pandémie. La conséquence négative la plus visible qui a touché toute la population et les familles, c'est l'école qui a été fermée. Vous imaginez, ici en Europe, vous imaginez en Afrique, tous ces enfants qui finalement se retrouvent à la maison, euh, dans des familles pauvres où les parents eux-mêmes sont analphabètes et ne savent pas quoi faire des enfants et comment relayer l'absence de l'enseignant, c'est la première chose dramatique que nous avons vécue. L'UNESCO, tout de suite, au lendemain de cette crise, a coalisé tous les ministres de l'éducation du monde entier et de l'Afrique, bien sûr, pour réfléchir au meilleur moyen de compenser cette absence d'éducation formelle. Et pas seulement les ministres de l'éducation, mais aussi les ministres des Finances, parce qu'il y a tout un côté financier, et tous les partenaires, le partenariat mondial pour l'éducation, toutes les organisations du système des Nations Unies comme l'UNICEF, le PNUD, qui travaillent dans le secteur des ressources humaines, les secteurs privés, et j'y viens notamment parce que la réponse immédiate qui a été trouvée, c'est celle de promouvoir l'éducation à distance, la télééducation, le téléenseignement, mais qui demande des moyens technologiques. Donc, nous avons signé des accords de partenariat avec les grandes compagnies technologiques, que ce soit Microsoft, Huawei, Apple, etc., et compagnies privées également, pour fournir des solutions technologiques aux pays africains pour pouvoir faire cette éducation à distance, que ce soit en termes de hardware, en termes de programmes, et d'applications, que ce soit en termes de software, c'est-à-dire les types de programmes qui pouvaient être véhiculés à travers cette éducation à distance. Et nous avons signé des accords avec plusieurs pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, justement, pour développer ces types de programmes à distance. Mais je voulais faire quand même un constat d'attention, c'est que rappelons quand même que ces solutions technologiques ne peuvent pas être généralisées du jour au lendemain. Aujourd'hui, quoi, c'est 8% de la population africaine qui a accès à Internet. C'est moins de 4% de la population qui a accès à l'énergie électrique. Donc, vous imaginez, pour prendre pour quelques exemples, les populations aux alentours de Tambacounda ou de Koulikoro au Mali, ou même dans le sud du Niger ou en Guinée forestière, n'ont pas certainement accès à l'énergie électrique. Et donc, les enfants n'ont pas accès à cette éducation. Donc, il y a un effort d'imagination qui a été fait en utilisant également les radios communautaires ou les moyens traditionnels de communication qui étaient beaucoup plus accessibles, qui sont beaucoup plus accessibles à ces populations. Et d'ailleurs, on ne parle pas seulement de milieu rural, on parle aussi des zones périurbaines en Afrique, où vous avez toute une population qui n'a pas accès à l'électricité, et ne parlons pas des délestages, etc., qui surviennent très fréquemment chez nous. Donc, les défis sont énormes. La solution, elle est là, elle est idéale, mais il y a tout un certain nombre de défis à relever.
Nous n'avons pas attendu demain. Déjà, depuis hier, nous avons changé notre façon de programmer pour l'Afrique notamment. Je parlais de l'éducation, je parlais de la communication, je parlais de la recherche scientifique, de la promotion de la recherche scientifique. Il faut absolument, et nous y travaillons, il faut absolument que nos chercheurs puissent avoir de la visibilité, puissent produire et disséminer les produits de leur recherche, non pas seulement en Europe ou aux États-Unis, mais aussi en Afrique. L'Afrique aujourd'hui contribue pour 2-3% seulement de la recherche scientifique, ce qui est peu. Et la plus grande production scientifique africaine, elle n'est pas disséminée en Afrique, elle est disséminée dans les universités et dans les centres de recherche en Europe, aux États-Unis. Et donc, il y a ce travail aussi de réseautage de tous les centres de recherche africains que nous essayons de faire. Et pour revenir à l'éducation, notre programmation, elle tient compte des conséquences de Covid-19. C'est très certainement le téléenseignement, l'éducation à distance sera une partie centrale de nos interventions auprès des gouvernements africains. La culture, nous avons lancé un grand programme qui s'appelle Resiliart, résilience et art, pour pouvoir pour promouvoir les industries culturelles africaines, pour qu'elles soient plus visibles, pour qu'elles contribuent de manière visible aux économies, à la croissance économique africaine. Et enfin, il y a un domaine qui est essentiel, et vous en faites partie, madame, ce sont les médias. Les médias, on le sait, en temps de crise, véhiculent toutes sortes d'informations. Il y a une question d'éthologie, il y a une question de formation, très certainement. Ce n'est peut-être pas de mauvaise foi, mais il y a une question de former les journalistes à la recherche de la bonne information. Ils ont un travail de pédagogie à faire, les journalistes, toutes sortes de médias, que ce soit les médias communautaires, les médias publics, les médias privés. C'est à travers les médias et les réseaux sociaux que nos enfants apprennent nouvelles, apprennent des informations et forment leur esprit. L'école n'est plus le seul endroit où on produit de l'éducation.